et malgré les 2h30 que leur prenait l'aller et retour Ponto-Combo Paris en RER, Perpétue et Jeanfa accompagnés de Miss Hum se rendaient visite à Weiwei quasi tous les jours. Gouvernante et enfants appréciaient le jardin de l'hôpital, le mur qui le clôturait, tout en éliminant les risques d'éloignement excessif ou de kidnapping, le laissait ouvert assez largement sur le ciel pour qu'on ne s'y sente pas trop en prison. De plus l'endroit était vaste, peu fréquenté, non moins qu'à l'exploration, propice au jeu. De gros arbres, des haies, des buissons ainsi que des pergolas chargés de rosiers grimpants offraient de quoi s'y cacher, des allées permettaient d'y courir, des fauteuils en résine, que leur légèreté rendait déplaçables facilement, pouvaient être agencés en véhicules de transport collectif aussi bien qu'en maison. Et puis parmi les feuilles et l'herbe, parmi les fleurs, pas mal de bestioles s'activaient, intéressantes y pour s'en observer, selon l'humeur, excitantes, terrorisées ou à tuer. De temps en temps une dispute éclatait. Perpétue courait auprès de Miss Ilempsey pour se plaindre de ce que Jeanfa l'avait frappé. Elle montrait son avant-bras, la trace qu'à l'en croire y avait imprimé un coup de bâton. Miss Impsey prenait l'affaire avec calme, parlait doucement, soufflait sur la supposée trace puis recommandait qu'on joue sans s'énerver, sans se quereller. Ou c'était Jeanfa qui, parce que Perpétue s'était montré inamicale envers lui, venait chercher dans la proximité voluptueuse et paisible de Miss Impsey un adoucissement à sa tristesse. Quoi qu'il en soit, la mésentente ni les blessures n'étaient profondes, et bientôt les deux enfants reprenaient leur jeu, ensemble affairés dans un coin retiré du jardin jusqu'à ce que, changeant de rythme tout à coup, ils rappliquent pour montrer à la gouvernante leur dernière découverte une pierre précieuse, un bout de bois qui ressemblait à un os, une coquille d'escargot Miss se hâtaient-ils en chœur. Ils voulaient savoir si un escargot se trouvait caché au fond de la coquille et quel était dans ce cas le moyen de l'en faire sortir. Ou est-ce que l'animal 33 était mort, et qu'était-il alors advenu du cadavre, décomposé, bouffé par les fourmis, liquéfié, réduit en poussière, on ne dit pas bouffé, rectifiait Miss Impsey. Les enfants s'étonnaient. Il le dit, tonton, assurait Perpétue, l'air un brin vexé et les deux bras raidis le long du corps. Jeanfa confirmait, lui-même par imitation de qui prononçait bouffer avec une conviction farouche, le bec très explosif, l'œil écarquillé et les 5 extrémités des doigts réunis et agités en un incitant va-et-vient à l'oreille des lèvres. Le garçon d'un côté, la fille de l'autre, les deux enfants encadraient Miss Impsey, penchés avec elle sur l'écran qu'elle avait interrogé en y tapant escargot, ils s'absorbaient dans les réponses qu'elle leur lisait à voix haute. Aussi l'arrivée de Weiwei aiguë passa-t-elle d'abord inaperçue du trio, et après les toussotements des deux hommes eurent fait enfin remarquer leur présence, sans même le préalable du « bonjour tonton » auquel d'habitude chacun d'eux avait droit, Perpétue et Jeanfa s'empressèrent de les instruire de ce que, même venait d'apprendre, que ce païen Hortensie était hermaphrodite, que ses doubles organes 34 génitaux étaient situés près des cornes, qu'il pouvait pondre d'un seul coup 100 œufs. Un essaim de 100 œufs, précisa Jeanfa en accentuant essaim. Perpétue reprit le mot. L'index doctement pointé vers les nus, elle expliquait que n'essaim dérivait de naître, comme Hortensie de Hortu. C'est du latin, fit-elle. Weiwei se déclara admiratif de tant de science. Mais très vite après, tout de même, quelques bis échangés et quelques questions posées sur le déroulement de la vie domestique et vacancière la plus récente. Il recommanda à Miss Impsey d'emmener les enfants manger une glace à la cafétéria de l'hôpital. Il sortit de sa poche 40 € sous forme de 3 billets chiffonnés, tandis qu'il en remettait un à la jeune femme. Il expliqua aux enfants qu'il avait à parler avec Gu. « Avec tonton » disait-il, et il désigna Gu d'un penchement de tête combiné à une infime déviation du regard. La gouvernante demanda l'heure. Oui, la cafette avait dû ouvrir. Elle emmena les enfants. « On vous attend ici » leur lança Weiwei. Puis revenu à Gu. « Alors ?» Gu lui détailla le plan de Frankie 35. Il le trouvait totalement irréaliste. Weiwei, plan d'Elra NKY, du moins en ce qui concernait son propre rôle dans l'opération Noplio et la date prévue de leur embarquement au port de commerce de Sète. Il évoqua les hommes à recruter, éventuellement à former, les armes à se procurer, la réaction des pêcheurs Tigbay c'est qu'ils les connaissaient, les pêcheurs Tigbay. Il disait fiable, en si peu de temps, pas trop antique, réticent toutefois à prolonger le dialogue et, entre deux phrases,
secouant négativement la tête ou haussant les épaules en silence. Il ricana, comme d'une chose tellement inenvisageable qu'en programmer l'accomplissement était comique après-demain. Il se tut, une fois de plus secoua la tête, une fois de plus ricana. Gu le sentait furieux, sceptique, sans doute, mais surtout furieux. Il prononçait le nom de Frankie en faisant siffler le F avec outrance, et, quoique s'adressant à Gu, il évitait de le regarder, comme un qui tient à s'épargner la pénible vision d'un faux derche. Depuis quand, ronchonna-t-il, Gu était-il au courant de cette affaire de ferraille? Depuis longtemps. Pourquoi lui, avait-il été jusqu'à aujourd'hui tenu totalement hors du coup? Et Frankie, il n'avait pas d'ordinateur, ne savait pas utiliser un portable, devait passer par l'intermédiaire de Gu. Maintenant, pour parler aux amis, Gu fit valoir que Frankie se montrait toujours très prudent avec les téléphones et autres appareils de liaison, que par principe il ébruitait le moins possible ses projets, réduisait donc au maximum le nombre de ses contacts, plus encore de ses confidents. Gu lui-même, d'ailleurs, il n'y avait pas de ça une semaine, ignorait. Tu parles, l'interrompit Weiwei. Il lâcha encore un mot incrédule, puis au bout d'un moment un empêche, comme un écho allant des crescendo avant de s'éteindre tout à fait. Debout, épaules en dedans, coudes au corps et mains enfoncées dans les poches, sans plus rien dire il fixait d'un œil absent les gravillons à ses pieds, et sauf 2-3 secondes durant lesquelles il laissa son regard remonter vers celui de son vis-à-vis, il resta ainsi retiré en lui-même, poursuivant une indevinable rumination. Quand enfin il sortit du mutisme, ce fut pour soudain glousser, en même temps qu'il se remettait à secouer la tête. Mais à la différence des hochements qui avaient précédé, hostile et plein d'amertume, celui-ci se doubla d'un sourire. Discret, le sourire, certes, à peine ébauché, il suffisait néanmoins à manifester un début d'indulgence, à défaut d'une entière réactivation de 37 l'amitié, aussi parlant que l'aurait été une expression proprement verbale, du genre quel type. Non mais quel type où il changera jamais. Sacré Frankie 5 le surlendemain, ils embarquaient sur le Noplio, Gu, perpétué Jeanfa. Miss Simpsa s'était déclarée prête à se joindre à eux. Elle quitte à braver la houle et le mal de mer, mais avait jugé primo que pour 3 semaines qu'ils allaient être partis les enfants pouvaient se passer de gouvernante. Deuxièmement qu'une présence trop féminine à bord risque d'y susciter des tensions. Oui, c'était entendu, les mœurs avaient évolué dans la marine marchande comme partout, mais peut-être pas tant que ça. Et puis où Miss Simpson en était-elle avec les vaccins? Il y avait le visa, également. Ça faisait tard pour demander un visa, il aurait fallu s'y prendre plus tôt parce que là, tant pis. Une autre fois, Miss Simpson avait rappelé qu'aux vacances de printemps elle avait été du voyage et que ses vaccins, par conséquent, étaient largement à jour. Et en ce qui concernait les visas, perpétué Jeanfa, pas plus qu'elle. Oui mais, avait argumenté et il souriait d'un sourire qui ne cherchait nullement à déguiser sa mauvaise foi. Au printemps il s'était agi de voyageurs en avion, c'était différent. Et quant à Perpétuette Jeanfa, vu les lacunes de leur état civil on ne pouvait jamais passer la frontière avec eux tout à fait légalement de toute façon, mais Frankie une fois de plus arrangerait ça. Un artiste, l'ami Frankie, pour tout ce qui était papier en tête, tampons, signatures en outre persuasives comme pas un avec les gens de bureau. Miss Simpson n'avait pas insisté. Elle avait préparé 2 petits sacs à dos ainsi que 2 valises à roulettes et avait offert à leur propriétaire une liseuse, d'avance chargée de quelques bandes dessinées et d'une encyclopédie jeunesse et pour tous les deux, elle recommandé, pas de dispute. Un point. Promis, privés donc de la présence de Miss Simpson, les 4 voyageurs étaient arrivés en début d'après-midi en gare de Montpellier. Accueillis une température caniculaire ainsi que par une amie que Frankie avait sur place et qui les avait aussitôt menés à cette en voiture. En cours de route, ils avaient vu se rapprocher depuis l'horizon la masse opaque d'une brume de chaleur. La brume avançait vite entre ciel 40 et mer. Elle n'avait pas tardé à atteindre la côte, et elle s'était alors si généralement répandue que les automobilistes avaient dû allumer leurs phares anti-brouillard. À l'entrée de la zone portuaire, tout en lui rendant le laissez-passer qu'il venait de contrôler, l'homme de garde avait recommandé à la conductrice de rouler au pas en ivoire-goutte avait-il dit, nasalisant à l'extrême le on, durcissant le G et claquant si bien le double T que ça rendait sonore le E muet, puis s'adressant non plus à la conductrice, dont le séparait seulement l'épaisseur d'une portière,
Mais Agu, interlocuteur pourtant moins immédiat puisqu'occupant la place du mort, est-ce qu'il voyait comment se rendre au quai-H? C'était là qu'était amarré le Noplio. Dors 2, quai-H vous connaissez? Non, attendez. Et avant de relever la barrière qui fermait le passage, il était retourné dans la baraque de chantier qui lui tenait lieu de bureau. Il en avait rapporté un plan, une simple feuille, en fait, sur laquelle se trouvaient schématiquement représentés bassin et quai, voie ferrée et voie carrossable, entrepôt, grue, portique. De nouveau, l'homme s'était adressé à Gu plutôt qu'à la conductrice. Quoique manifestement éprouvé par la chaleur, s'interrompant à tout bout de champ pour s'éponger la nuque ou respirer un grand coup, il parlait fort. Comme par crainte que l'atmosphère cotonneuse n'étouffe sa voix ainsi que l'aurait fait de la vraie ouate. Il fallait éviter le quai aux barges, prévint-il de la sorte. Il y avait là-bas un tas de chariots en action, c'était dangereux. De toute façon l'accès à ce secteur serait sûrement interdit. Le mieux du tranchant de la main il fendait l'air devant lui, unissant dans une même visée rectiligne regard et geste, c'était de longer les rails de la zone de triage jusqu'aux bois tropicaux et de tourner ensuite à gauche. Passé le terminal voiturier, il fallait prendre à droite, puis tout de suite à gauche une nouvelle fois et ils y seraient. Conseil trompeur, ou effet d'une visibilité décidément réduite à peu de choses, la voiture loupa les bois tropicaux et, par la suite, erra au ralenti parmi les hangars, les aires bétonnées, les silos et autres espaces de stockage. Chacun de ses occupants cherchait à repérer à travers l'atmosphère embrumée un panneau d'orientation ou quelque être vivant susceptible de leur indiquer le chemin. Mais rien, personne. De là certaines crispations dans l'habitacle, quelque chose comme un début de claustrophobie collective, clame nérangérienne en soustrayant conductrice et passagers à la canicule et les ISO 42 diodes et lourdes encore. Malgré la filtrante épaisseur de la carrosserie, de l'humidité poisseuse apportée par le vent marin, vint un moment, du reste, où les odeurs seules attestèrent qu'on se trouvait toujours dans l'enceinte du port. Car pour ce qui s'entendait du monde, ou pour ce qui en était visible à travers les vitres latérales ou le pare-brise, grand silence, et pas une bâtisse. Pas une marchandise entreposée ni rien dont la silhouette ton sur ton puisse se deviner dans la grisaille, comme si à force de bifurcations hasardeuses la voiture et ses occupants avaient par malchance atteint une contrée maudite, inhospitalière à la vie, et dans laquelle tendait même à s'effacer toute existence. Le décor changea d'un seul coup, pareillement excité, et ensemble montrant du doigt ce qui venait de surgir devant eux, Jean-Fa et Perpétus s'exclamèrent qu'il y avait des bateaux et qu'on était arrivé au quai-H finalement. Tu as vu ça? Point d'exclamation s'emballait-il devant le pont roulant. Tu as vu les conteneurs? Point d'exclamation. Tu as vu jusqu'au monte-la-grue? Point d'exclamation. Des projecteurs éclairaient d'une lumière trouble les engins géants affairés à saisir, à soulever, à emporter des boîtes de vin de non plus qui semblaient ne rien peser. Des hommes, peu nombreux au regard de la colossale manutention 43 en cours, se tenaient sur le quai, télécommande ou talkie-walkie en main, casque de chantier sur le crâne, gilet de sécurité par-dessus le t-shirt ou le torse nu. À la vue de la voiture, l'un d'eux cessa de travailler, tout en faisant signe à ses occupants de ne pas avancer plus loin, il vint à leur rencontre. Le quai-H, c'était le quai suivant, tout proche en vérité à quoi? 300, ou même pas 300 mètres. Mais pas question d'y accéder par ici pour le moment, désolé. Il fallait rebrousser chemin et contourner le grand hangar là-bas. Cela dit, ça ne faisait pas un détour bien long. Et impossible de se tromper, droit derrière puis gauche vous y serez vite. La conductrice remercia avant de manœuvrer. Le nom du bateau s'inscrivait doublement à l'avant du flanc tribord, en caractère grec une première fois, et dessous en caractère latin, blanc sur fond noir, Noplio. De même que le bulbe au bas de l'étrave, la ligne de flottaison apparaissait à l'air libre, très au-dessus du niveau de l'eau et nettement plus haute que celle des cargos voisins. La porte arrière était fermée, recouverte par la rampe de chargement qui ainsi relevée à la verticale exhibait son envers. Pas un marin en vue, ni audible 44, aucune voix pour répondre au long miaulement qu'un chat, blessé peut-être, ou depuis trop longtemps isolé, réitérait en un périodique appel de détresse. De sorte que sans la présence de l'échelle de coupée, dont le déploiement oblique le long de la coque appelait l'idée d'aller et venue entre le quai immobile et le pont doucettement oscillant, on aurait cru à un bateau fantôme, vide d'équipage comme de cargaison,
et abandonner à la veine ses deux que lui imposaient ses amarres. La Montpelliéraine fouilla un moment dans son sac avant d'en sortir un portable. Je vais le prévenir qu'on est là, dit-elle, moitié s'adressant à ses passagers, moitié parlant toute seule. La boîte vocale de Francky lui demanda de rappeler plus tard. Rappeler plus tard, disait la propre voix de Francky. Rien d'autre. Aucun merci, ni dans l'intonation aucun effort pour être aimable. Non, juste un message enregistré vite fait, dans lequel perçait certain désintérêt pour les conversations téléphoniques sinon pour les affaires terrestres en général. Adultes et enfants sortirent de voiture, immédiatement saisis par la touffeur ambiante et l'intensification des odeurs portuaires. La Montpelliéraine râla contre Francky, absent malgré ce qui avait été convenu la veille, et de plus injoignable. Weiwei s'avança jusqu'au pied de l'échelle de coupé. Les deux mains en porte-voix, il lança comme à l'adresse du bateau lui-même, ohé, du bateau silence à bord. La conductrice réintégra sa voiture, non sans avoir de nouveau essayé de joindre Francky. Chacun de son côté, le visage pareillement levé vers les hauteurs de l'abrupte muraille métallique dressée devant eux, Weiwei et Gus se mirent à marcher de long en large, guettant un éventuel signe de vie ampoule électrique qui s'allume. Porte qui s'ouvre, ombre humanoïde se profilant derrière un hublot. Jean-Fa à son tour vint se poster au bord du quai. Il bascula le torse en arrière en même temps qu'il arrondissait les mains autour de la bouche ainsi que Weiwei venait de le faire, et de sa voix enfantine il appela « Ohé !» Du bateau Perpétue se hâta d'intervenir. « Arrête, chuchota T. Hello garçon. » Ça sonnait comme un reproche, à leur âge, devant les adultes, et dans une situation qu'à l'évidence ces derniers ne maîtrisaient nullement. Fallait se tenir, tout de même, faire preuve d'un minimum de discrétion. Sans que personne l'ait vu au préalable, ce NC2 drère dans aucune embrasure ni enjambé au cul-seuil. Mirko fut le premier à paraître sur le pont penché au-dessus du bastingage. Adressé au groupe dispersé sur le quai quelques paroles de bienvenue. Le commandant venait seulement de pavétir, s'excusa-t-il en désignant du doigt son portable puis dans un français approximatif mêlé d'un d'anglais, il annonça que le Bosco allait descendre s'occuper des bagages. Non seulement le Bosco mais un autre mari avec lui furent soudain présents aux côtés du second, capitaine. Grand, l'autre marin, mince, osseux, tout le contraire du Bosco qui était un homme mi-petit engoncé dans une musculature d'haltérophile, le petit précédant le grand. Les deux nouveaux venus s'engagèrent sur l'échelle de coupé pour descendre la pente d'un pas ferme, indifférent à brinque-ballement de la planche qui les portait. Sans Bosco rassembla et souleva d'un seul un mot, le mouvement les valises des enfants, plus celles de Gu, plus celle de Weiwei ainsi que son volumineux sac de marin et, comme si la charge n'embarrassait aucunement ses bras courts ni ne demandait le moindre effort à ses muscles surgonflés, il emporta le tout à bord. Dès l'apparition du maître d'équipage, la Montpelliéraine avait déclaré que sa présence à elle n'étant plus utile elle repartait. Il y avait un reste de mécontentement dans sa voix, un soupçon d'aigreur même, qui, lorsqu'elle vint à souhaiter bon voyage à Weiwei et Gu, concurrença la cordialité. Que leur soient épargnés les vents mauvais, les ennuis de machine, l'incendie, le naufrage, et qu'il ne manque pas d'embrasser Francky de sa part. Elle avait sèchement refermé sa portière. Jean-Fa, pendant ce temps, le pouce pointé vers le petit homme apparu en haut de la coupée, avait poussé du coude Perpétue. Les deux enfants avaient échangé une mimique complice, œil arrondi et bouche bloquée en position ouverte chez l'un et l'autre, point ramené par Jean-Fa au-dessus du biceps, avec index opposé montrant le relief obtenu, main Perpétue plaquée horizontalement sur les vides, dans le geste de mesurer à la toise un bambin qui lui serait arrivé à peine aux genoux. Mais devant le spectaculaire enlève-48ment des bagages, leur joie moqueuse s'était muée à peu près tout en enthousiasme. Ce fut le grand mince qui guida les nouveaux arrivants jusqu'à leurs cabines respectives et les leur fit visiter. Il s'appelait Augustin. Au passage, et après s'être lui-même présenté, le second l'avait dit, Augustin il avait alors accolé l'un à l'autre les deux index, comme on fait pour figurer la soudure, Steward, nos Clio il avait dit aussi, expliquant que Francky s'était rendu en ville pour y acheter des livres, livreuse grosse amie commandant ah oui avait fait oui. Même situation centrale juste sous la passerelle, avec vue plongeante sur la totalité du pont avant, même dimension, même découpage de l'espace intérieur, même couple de hublots. Même dimension,
Même découpage de l'espace intérieur, même couple de hublots carrés à tire-bord. Gu aurait pu se croire dans la cabine qui lui était plusieurs fois arrivé d'occuper sur le Palamède. Sauf que le bloc salle de bain comportait ici une simple douche, non une baignoire saboée, que le plastique moulé en était d'une couleur beige sinon à son goût du moins, plus discrète que le bleu turquoise qu'il avait eu naguère à supporter. Ça lui convenait, d'autant mieux que, posé en évidence sur le bureau équipant la cabine, l'attendait un exemplaire du dictionnaire maritime de Bruno et Mouilleron Bécard. Ouvrage dont Francky savait combien il serait utile à son copain et quel contentement éprouverait celui-ci de l'avoir en permanence à sa disposition. Le fait que le dit copain garda le sourire tout le temps qu'il mit à s'installer. Avec méthode il rangeait à ses vêtements. Il fit de même avec les affaires de toilette, les livres, le matériel d'écriture et, après avoir placé au pied de la couchette la valise qu'il venait de vider, il vérifia que tout était en ordre. Il regarda par l'un puis l'autre hublot. Rien ne bougeait à la surface du bassin numéro 2, ni bateau ni détritus et barreaux traînés de fioul. Et malgré ça quelque chose se ressentait de l'instabilité du sol sous les pieds. On flottait, pas de doute, sur place mais on flottait. D'ailleurs le corps s'était dit un instinct adapté à sa condition nouvelle de corps non terrestre, épousant le balancement imperceptible des eaux portuaires comme bientôt il adhérait au rythme houleux des vagues, à leur inclinaison lisse et onctueuse, à leur crête, à leur creux, à leur soulèvement, à leur redescente élastique. Gu eut envie d'une douche et d'habits frais. Toutefois avant la douche il s'allongea sur la couchette, histoire d'en tester le confort. Était-il bercé plus qu'il ne le croyait, et le sommeil le surprit-il point? Il eut tout à coup l'impression de s'éveiller. Où se trouvait 50 points? Ah oui, le Noplio. Il reconnut sa cabine, les deux hublots carrés, le bureau boulonné au sol, sur lequel ordinateur portable et imprimante de voyage voisinaient désormais avec chemise cartonnée, stylo, crayon, pile de feuilles blanches. Il retrouvait avec satisfaction ce matériel ainsi que ses livres, étalés sur l'étroite console qui prolongeait le bureau, et particulièrement le Bruno et Mouilleron offert par Francky. Il tendit l'oreille, curieux des bruits qui pourraient naître sur les demi-ponts superposés du château dans les coursives. Pas grande activité à bord, apparemment. Seul lui parvenait par instant l'écho d'un bref échange de paroles, ou celui, plus métallique, d'une échelle vibrant sous la vigueur d'un empoignement, d'une traction des bras, d'un coup de rein simultanément répété. À un moment, chantonnant à mi-voix, quelqu'un passa devant sa porte. Puis à bonne distance, et moins dissemblable entre d'être tous assourdis par l'éloignement, il y eut un entrechoquement de casseroles et un hoquet de tuyauterie, le miaulement d'un chat, l'écoulement de l'eau dans un trou de vidange. Chacun de ces bruits renforçait la conscience qu'avait Gu de se trouver à bord du Noplio, nulle part ailleurs, dans la compagnie de gens hors de vue mais présents pas loin. Les membres d'équipage rencontrés à l'arrivée et ceux aussi qu'il n'avait pas croisés encore, que peut-être il ne croiserait même pas d'ici la fin du voyage, et ouais, et les deux enfants, lui au repos dans sa cabine probablement, eux en train d'explorer la leur, d'y jouer déjà. Francky devait être revenu de chez sa libraire, présent, où il n'allait plus tarder. Quelque part sur la terre ferme, une ambulance déclencha sa sirène, comme pour s'ouvrir une voie dans une zone piétonnière ou s'extirper d'un embouteillage. Bientôt toutefois, la manière dont se déplaçait de nouveau le classique signal à droite en fit connaître que l'ambulance avait désormais rejoint l'autoroute et filait direction Montpellier. D'où venait-elle? De cette ou de plus loin que cette, d'un village riverain de l'étang, de l'un des domaines viticoles de l'arrière-pays. Gu, du coup, se rendit le compte que l'addition des activités urbaines et de la circulation automobile à l'extérieur du port produisait un bruit de fond permanent, une rumeur très audible, dont il ne s'était pourtant pas avisé jusque-là. Et maintenant encore, il lui semblait qu'elle n'existait pas si entièrement que les bruits ténus qui de loin en loin manifestaient une autre présence que la sienne à bord du Noplio. Lentement, comme pour que dure plus longtemps en lui le plaisir du yos et de sa sonorité grecque, il se répéta, le Noplio lui revint alors en mémoire l'arrivée sur le quai H, le malaise ressenti de n'y être accueilli que par l'absence, le silence, l'inertie, et comment, tranchant sur l'humeur ambiante, la voix de Jean-Fa avait retenti soudain, le Noplio avait lancé l'enfant avec emphase. Ça lui arrivait souvent de faire ça, en plein jeu, rompant inopinément le mutisme où le tenait l'aventure qu'il était en train de vivre en imagination,
Dans un grand élan de théâtralité, il lançait un nom. C'était celui d'un personnage emprunté à l'histoire ou d'un personnage inventé, d'un libérateur, ou aussi bien d'un conquérant, d'un héros magnifique. En tout cas, la brume avait beau s'être dissipée, le jour commençait à faiblir derrière le verre épais des hublots quand Augustin passa dans les coursives, agitant la cloche qui avertissait les officiers et leurs invités que le dîner était prêt et qu'ils pouvaient se rendre au carré officier, s'ils ne s'y trouvaient déjà. À l'instant où Gus sortait de sa cabine, Frankie et Wei débouchaient de la cage d'escalier, quelques mètres plus loin. Ils avaient la mine de gens tombés d'accord après discussion et contents d'être ensemble. Gus lui-même ressentit comme une bouffée de sentiments amical à les voir et, s'étant joint à eux, il remercia Frankie d'avoir pensé au Bruno et Mouilleron, puis demanda à Wei s'il était bien installé et ce qu'il avait fait des enfants. Ils avaient suivi Augustin, répondit Wei. Le grand steward leur plaisait, visiblement, et Augustin de son côté semblait trouver les deux gamins sympathiques. Il sera très bien comme nounou, continua Wei. Non, tout en donnant du relief à ses lèvres, Frankie eut un clignement de paupières un peu appuyé. Façon de dire, si, sûrement c'est lequel plaisanta, ou quelle scène rappela-t-il, quel accès de colère ou quelle peur, quelle phrase, quel geste dont ses compagnons et lui partageaient le souvenir hilarant. Toujours est-il qu'au moment de leur arrivée au carré officier, les trois amis riaient en chœur. Wei et Gus se tordaient littéralement, et Frankie lui-même, par exception, avait l'œil brillant de gaieté. Ça fit d'abord taire tout le monde dans la pièce. Puis Louen, qui avec Mirko et les deux autres officiers du bord les y avaient précédés, salua l'entrée des nouveaux venus parrains. Eh bien ça, pour de la joie, il n'acheva pas. Et un chouïa plus protocolaire, bonjour commandant, bonjour messieurs. Louen et Francky se connaissaient depuis le Palamède. Le premier y était un chef mécanicien déjà expérimenté quand le second y avait fait ses débuts de commandant. Ils s'entendaient bien. Aussi, le 55 d'une part se fiant à leur habileté de moment venu, des marins, d'autre part les sachant peu enclins aux états dits mais habitués à passer par-dessus les règlements. L'armateur les avait choisis pour mener le Nauplio jusqu'en pays Tegbé, dans le golfe de Guinée, à un certain endroit du littoral où il serait discrètement mis en pièces. Nous changerons de nom, avait dit Francky à ses deux potes. Nous, c'était le bateau. Il serait vendu en cours de traversée et alors oui, en même temps qu'il changerait de propriétaire, il changerait de nom, de nationalité également. Fini, le pavillon grec, on serait bientôt libérien. Ils furent sept à table, et nul officier de quart n'étant requis en passerelle en 16 heures d'escale. Ils restèrent sept debout en bout du repas. Les enfants dînèrent dans la cuisine, sur un coin du long meuble en acier brossé qui occupait le centre de la pièce. Ils étaient assis sur de hauts tabourets bardés aux accents graves, leurs jambes pendaient, ballant dans le vide par moments. Kachi, le maître cuisinier, assurait en personne le service, aidé par Augustin qui pour la circonstance portait veste blanche par-dessus son t-shirt. En l'honneur des nouveaux embarqués, et 56 comme un important ravitaillement de bouche avait pu être fait en ville, le menu comportait huîtres de bouzigou feuilleté de thon rouge en entrée, baudroie à la cétoise en plat principal. Puis fromage fermier, laitue aux noix, pêche de vigne à la cannelle et pignon. Mirko n'en revenait pas d'un luxe pareil. Il considérait d'un œil incrédule l'ordonnancement des assiettes pleines, écartait les bras comme en signe d'incompréhension, et mettait de petits rires nerveux. Après 2-3 os il expliqua, ou tenta d'expliquer que chez lui, à cause de... Il fut hors d'haleine soudain et se tut, comme suffoquant de l'effort fourni pour parler français ou du serrement de gorge suscité par la remontée d'un mauvais souvenir. Ça pas imaginé, reprit-il. Louen, tout en se régalant des huîtres de Bouzigues, vanta celles de Cancale. Sur tous les plats les bellons, très iodés. Lui-même était cancalais. Ça ne l'empêcha pas de vanter aussi les légumes et les fruits de l'île grecque de Syros, en particulier les tomates, mûries sous le soleil cycle indiqué qu'on trouvait à moins d'1 € le kilo sur les étals d'Hermoupoli. Louen était causant. Pazniowski, son adjoint aux machines, taiseux au moins autant que Francky. Ça n'était pas une question de langue, Zoniowski en parlait couramment 4 ou 5 dont le français. Non, disait Louen, la parlerie ne lui allait pas, tout. Franck cependant, bouteille en main, d'un regard circulaire demandait qui désirait un nouveau verre de vin. C'était lui toujours qui servait le vin. Tout le inondant reprit, à l'exception de Mirko qui ne buvait pas d'alcool et du jeune lieutenant de pont qui déclara qu'un verre lui suffisait. Il s'appelait Despinas.
On l'appelait par son patronyme, l'Espinasse, sans jamais utiliser son prénom. Quoique Benjamin de la Tablée est navigant depuis moins de 6 mois, il parlait du Noplio en ancien, rapportant quantité d'événements maritimes comme s'il en avait été le témoin direct ou l'acteur à Papette. Un jour, un départ différé de 24 heures pour cause de cuite générale de l'équipage, une épave à la dérive éperonnée au large d'Aden, des pirates dans le détroit de Malacca, une tempête à quelques milles de la Guadeloupe. J'ai mes sources, expliqua-t-il à Gu. De l'extrémité de son couteau il montrait la direction de la cuisine, soit virtuellement cachée. Augustin, qui, l'un comme l'autre embarqué sur le Noplio dès sa première mise à l'eau, avait tout vécu des 13 années de carrière du navire. Louen intervint pour dire que le Palamède avait lui aussi essuyé une tempête en mer des Antilles, et que ce jour-là, heureusement, le Roro était autrement chargé que son sisterchi aujourd'hui. Sans quoi, commença-t-il, laissant ensuite chacun imaginer le pire. Mirko quant à lui avait connu une fois l'échouement, avec un vraquier, sur la côte péruvienne, au sud du port de Callao. Il fut encore question d'essais nucléaires et de football. Puis sur un signe de Francky chacun se tut, et Francky appela Kachi. Maître cuisinier, fit-il de loin. Le cuistot fut complimenté pour l'excellence de son repas, complimenté aussi pour la délicatesse qu'il avait eue de proposer 2 entrées à l'intention de ceux qui ne mangeaient pas d'huîtres. Kachi multiplia les révérences façon indienne. Merci, merci, disait-il, ajoutant chaque fois captain au lieu de commandant. Appelé à son tour, Augustin fut interrogé sur la façon dont s'était passé le dîner des enfants. Pas d'incident, avait-il mangé de bon appétit? Très bien, la veste lui dit encore Francky en aparté. Après quoi il annonça que l'appareillage se ferait au matin à 6 heures, et sur ce, d'un geste ayant souhaité bonne soirée à tous, il se retira. Dans les autres dîneurs à leur tour sont partis. La table, sitôt débarrassée, a été dressée à nouveau le petit déjeuner du lendemain, et la pénombre, à présent, emplit le carré silencieux. Même chose dans la cuisine, pas trace qu'un repas a été longuement préparé, ni que le néon y répandait crûment sa lumière il n'y a pas de ça un quart d'heure. Ainsi le soir paraît-il plus avancé à bord qu'il ne l'est à terre, et les appliques allumées en veilleuse au long des cours s'y font déjà d'une Plio un lieu nocturne. On s'attendrait à y entendre le passage éclair de chauves-souris allant et venant sous les plafonds, à y voir des lucioles, ou même à y sentir un frôlement, comme d'un voile de mousseline ondoyant avec légèreté dans l'air ou comme d'une ombre échappant au bras qui s'apprêtait à l'étreindre. Dans sa cabine, Francky est étendu sur la couchette, le torse redressé par l'épaisseur de 2 coussins, un livre ouvert devant les yeux et le fume-cigarette entre les dents. Dans la sienne, Weiwei en est à sa énième conversation téléphonique. Comme il l'a fait avec les précédents, il s'adresse à son actuel correspondant tantôt en français, tantôt en Tegbé la langue du pays Tegbé. Avant ça, il est sorti sur le pont en compagnie de Gué, côte à côte accoudés au plat-bord. Les 2 hommes ont contemplé la rade. Des mouettes planaient encore au-dessus de l'eau, à proximité des cargos à quai. À un moment, les autres dîneurs à leur tour sont partis. La table, sitôt débarrassée, a été dressée à nouveau pour le petit déjeuner du lendemain, et la pénombre, à présent, emplit le carré silencieux. Même chose dans la cuisine, pas trace qu'un repas a été longuement préparé, ni que le néon y répandait crûment sa lumière il n'y a pas de ça un quart d'heure. Ainsi le soir paraît-il plus avancé à bord qu'il ne l'est à terre, et les appliques allumées en veilleuse au long des cours s'y font déjà d'une Plio un lieu nocturne. On s'attendrait à y entendre le passage éclair de chauves-souris allant et venant sous les plafonds, à y voir des lucioles, ou même à y sentir un frôlement, comme d'un voile de mousseline ondoyant avec légèreté dans l'air ou comme d'une ombre échappant au bras qui s'apprêtait à l'étreindre. Dans sa cabine, Francky est étendu sur la couchette, le torse redressé par l'épaisseur de 2 coussins, un livre ouvert devant les yeux et le fume-cigarette entre les dents. Dans la sienne, Weiwei en est à sa énième conversation téléphonique. Comme il l'a fait avec les précédents, il s'adresse à son actuel correspondant tantôt en français, tantôt en Tegbé la langue du pays Tegbé. Avant ça, il est sorti sur le pont en compagnie de Gué, côte à côte accoudés au plat-bord. Les 2 hommes ont contemplé la rade. Des mouettes planaient encore au-dessus de l'eau, à proximité des cargos à quai. À un moment, Weiwei a charrié Gu. Est-ce que ces pourrisseurs l'avaient suivi jusque sur le bateau, ou peut-être que la crainte du mal de mer les aurait dissuadés d'embarquer avec un peu de chance? Allez, Gu se tait. Plus tard,
Resté seul sur le pont, il observe la zone portuaire noyée dans la nuit et, au-delà de la zone portuaire, la lumière de cette. La façon dont elles se sont éparpillées en une multitude de petits points brillants pour modeler entre mer et étang la masse rebondie du mont Saint-Clair. Il pense lagunement, il pense odeur de vase, il pense moustiquaire. Il pense encore étreindre et contempler, mais à ces derniers mots son visage se renfrogne et il s'entend prononcer rond, il pourrisseur, au fond, n'était pas mal et Gus songeait à s'approprier le mot. Serait-il oui ou non du voyage? Peut-être non car en mer la parole avait tendance à se raréfier, ce qui signifiait moins de matière à pourrir et donc, pour les pourrisseurs, moins de raisons d'embarquer. De plus les marins, s'ils parlaient surtout métier, ça amenait des termes techniques et les pourrisseurs n'aimaient pas ça, les termes techniques. Ils n'avaient guère prise dessus. Leur capacité de nuire s'en trouvait amoindrie. Idem quand il avait affaire à une syntaxe en folie ou à un accent venu d'ailleurs. Il n'aimait pas. Or la marine marchande employait des gens de tous horizons, de toutes langues par conséquent, si bien qu'à bord, pour s'entre-comprendre, on baragouinait. Le vocabulaire empruntait aux usages du monde entier et de n'importe où. Les règles ne comptaient plus. La prononciation des parleurs, 62 oui pourrisseurs, au fond, n'était pas mal et Gus songeait à s'approprier le mot. Serait-il oui ou non du voyage? Peut-être non car en mer la parole avait tendance à se raréfier, ce qui signifiait moins de matière à pourrir et donc, pour les pourrisseurs, moins de raisons d'embarquer. De plus les marins, s'ils parlaient surtout métier, ça amenait des termes techniques et les pourrisseurs n'aimaient pas ça, les termes techniques. Ils n'avaient guère prise dessus. Leur capacité de nuire s'en trouvait amoindrie. Idem quand il avait affaire à une syntaxe en folie ou à un accent venu d'ailleurs. Il n'aimait pas. Or la marine marchande employait des gens de tous horizons, de toutes langues par conséquent, si bien qu'à bord, pour s'entre-comprendre, on baragouinait. Le vocabulaire empruntait aux usages du monde entier et de n'importe où. Les règles ne comptaient plus. La prononciation des parleurs, enfin, faisait entendre une chanson toute ce qu'il y a d'exotique. Rien de bon pour il. D'un autre côté, saison et il a été en plein de ruses malignes. Habile à s'infiltrer, Gus le savait par expérience, et au souvenir honteux d'un contemplé ou d'une tempête essuyée, d'un tantôt, d'un étreindre, il sentait qu'au centre de ses entrailles un flux glacé commençait de sourdre, qui bientôt circulerait partout dans le ventre, électrisant l'épiderme et faisant l'estomac se rétracter comme avant de vomir. Il se raisonnait, arguait de l'impossibilité de vaincre un ennemi invisible, de ce que cette cause perdue d'avance était celle de tout le monde plutôt que la sienne, et qu'il y avait de la grandiloquence à même parler de cause. Et puis il, sournois vraiment, et si malveillant que ça point. Ce qu'il dictait à Gus, après tout, n'était rien d'autre que des tournures de phrases, des mots autant dire du vent. La sueur, depuis peu, lui coulait dans le cou, et il envisageait de reprendre une douche dès son retour en cabine lorsqu'un bruit le fit sursauter léger, discret, pas grand-chose mais tout de même, un bruit, venu du pont en dessous du sien. Il, simple promeneur ou promeneuse, se dit-il sans y croire. Néanmoins il persista dans cette fantaisie, accent circonflexe tant à l'hypothétique promeneuse la silhouette et le visage de Miss Impsey elle passait, avait senti 63 une présence, avait levé la tête et, ayant reconnu Gus, l'avait salué, souriante. Bonsoir, il regagna sa cabine et reprit une douche comme prévu, bien que la clim lui ait séché la peau sinon fait oublier la sensation de sudation. Il s'y installa à son bureau avec le Bruno et Mouilleron dans lequel il resta plongé jusqu'à ce que le sommeil commence de l'engourdir. Il se coucha alors pour la nuit, s'abstenant, après hésitation, d'activer la fonction réveil d'aucun appareil. Enfin depuis sa couchette il éteignit la lumière, et au matin, quand il s'éveilla, le Nauplier filait gentiment ses 18 nœuds en haute mer. Le bateau aurait pu aller plus vite mais 18 navires lui suffisait serait ainsi moins vulnérable à un coup de vent éventuel, et par la même occasion il économisait le carburant. Ça n'empêchait pas que ça sente le fioul partout à bord, autant que ça sentait l'iode, le sel, le café trop allongé et la rouille. Le copra, aussi. Du moins Gus crut-il identifier l'odeur du copra. Bizarre. À sa connaissance le Nauplier n'avait jamais chargé de copra. Vers 9h45, avait dit Francky, on passerait au large du cap de Creux. Si le temps restait clair on apercevrait la côte espagnole.
Mais en attendant, sur bâbord, sur tribord, devant, derrière et jusqu'à un horizon, aucune terre en vue, ni oiseau qui vole, navire qui flotte, rien. Monoplio était l'exception unique à la transparence du monde émergé comme à la liquidité du restant, unique également à la platitude qui s'étendait à 360 degrés autour de lui, unique encore au silence. Car la progression du cargo n'allait pas sans les bruyantes trépidations des machines, ni sans le clapement désordonné de l'eau contre la coque. Monté au plus haut du château afin de profiter au mieux du panorama arrière, Gu put constater que, deux demi-ponts plus bas, se trouvait déjà Perpétué Jeanfa, sans Augustin. Il leur adressa un bonjour auquel ils répondirent gaiement, l'air pressé néanmoins de retourner à ce qui les occupait. Avant-bras croisés sur le plat-bord et manteau en appui sur l'avant-bras, ils observaient les remous engendrés par l'hélice. Plusieurs tourbillons s'entremêlaient et l'eau se convulsait avec frénésie juste dessous la surface. À un moment, la voix de Perpétue s'éleva, aiguë, criarde même contre le vent pour ne pas toute se dissiper. Le doigt de la fillette montrait le sillage du bateau levé qu'il dessinait à la surface de la mer, son amoindrissement à mesure qu'il s'élargissait, sa disparition au loin. Dans le même temps, la fumée rejetée par la cheminée s'étirait à reculons dans le ciel, presque à l'horizontale, s'étiolant doucement. Parallèle au sillage qui semblait la trace laissée sur l'eau par un énorme ventre en air répétation, cette autre traînée, en inscrivant dans les airs comme le nuage d'une haleine, achevait de faire d'une Plio un gros animal, content de disposer d'une si vaste étendue pour s'ébattre, quoique inquiet aussi d'avoir à respirer pour vivre et de devoir continuellement s'arracher à l'attraction vertigineuse des fonds marins. L'Espinasse trouvait que pour un roro naviguant l'aigle le Noplio tenait bien la mer. Mirko en convenait, rappelant toutefois qu'on n'avait pas encore affronté de vrais ou ni croisé aucun cours en sérieux. Quant aux machines, bon, elles ne posaient pas de problème particulier mais quand même, Louen les jugeait un rien moins fiables que celles du Palamède. Selon lui, le Noplio n'avait pas bénéficié d'autant d'attention que son jumeau. Quelques pièces du moteur principal auraient mérité d'être révisées, changer peut-être un injecteur ici, une soupape là, des joints de culasse, des spatins de butée. Louen disait parfois, notre Noplio. C'était affectueux. Mais il vint aussi à parler de Raffio et Cachy l'entendit, en fut froissé, Augustin pareillement. Le cuistot glissa un regard vengeur en direction du chef mécanicien. De son côté, gérant comme jamais, le geste erratique et l'œil absent, le steward pivota lentement sur lui-même avant de s'éloigner, très dignant cette réprobation muette 66 si peu de temps qu'elle ait duré. La scène n'avait échappé à aucun des témoins qui se trouvaient là, Francky entre autres. Il avait interrompu sa lecture pour porter les yeux tour à tour sur Louen, sur Cachy, sur Augustin, sans d'abord que ses traits perdent rien de leur impassibilité. Puis tout de même, comme il se replongeait dans son livre, il avait haussé les sourcils et plissé le front. Dès le premier jour, Perpétué Jeanfa découvrirent la plupart des divers espaces du bateau. Ils furent moyennement intéressés par la salle de loisirs, le baby-foot ni le ping-pong ne comptant au nombre de leurs sports favoris, et les consoles de jeux trouvées sur place étant tout hors d'usage. Par contre, ils adorèrent la cuisine et l'office attenant, la buanderie qui sentait le tiouret, la réserve à cordage, les longs coffres à gilets de sauvetage ainsi que les placards à lance d'incendie et autres cachibis où se cacher. Ils aimèrent changer d'étage, ouvrir des portes. Ils aimèrent aussi courir sur le pont ou se poster à l'extrémité de la proue, le visage offert au ventre les embruns armés d'aiguillons. Ils se mettaient sur la pointe des pieds. Ainsi parvenaient-ils à se pencher au-dessus du vide pour regarder l'eau en contrebas, et sans paraître en ressentir aucun 0901 FT point d'interrogation, place XUS inconfort, ils restaient interminablement dans cette position, oublieux des embruns, oublieux du vent, à fixer des l'endroit précis qui fuyaient devant l'étrave et que l'étrave rattrapait à chaque instant. Il trouvait drôle que Francky soit appelé commandant et Mirko capitaine alors que, premier ou second, ils étaient des capitaines tous les deux. Drôle aussi qu'on parle du château, de la passerelle, et qu'il y ait en tout lieu des mains courantes auxquelles s'accrocher. Ça leur plut tout de suite, les mains courantes, et très vite, au cours des tortueuses cavalcades qu'occasionnait leur jeu, ils furent agiles à les saisir au passage ou à y faire glisser les doigts. Ils n'étaient pas si à l'aise avec tout. Les deux grands zodiaques de sauvetage, par exemple. Ils s'en méfiaient, ils ne les regardaient qu'à la sauvette, de loin, le sourcil froncé,
comme suspectant la Bachelier de Canot de cacher un égorgeur à l'affût. De même, encore que brûlantes d'y retournèrent, ils hésitaient à descendre dans les profondeurs que leur avait fait sommairement visiter Augustin. Les longs coursifs sans hublot, la pénombre partout répandue et les silhouettes d'hommes qui furtivement la traversaient, la noire gueule des prises d'air, ou la flèche en zigzag affichée sur telle armoire métallique, avertissant d'un danger de mort. Un environnement pareil faisait peur évidemment, sans parler de certaines portes. Elles donnaient sur le sas d'accès à la salle des machines. Or dans celle-ci nul ne pouvait entrer sans porter un casque anti-bruit, sous peine de surdité définitive, et les 60 degrés Celsius qui atteignaient la température en rendaient le séjour intenable plus de 20 minutes d'affilée. Les matelots qui y travaillaient, prétendaient Perpétue, y travaillaient nus. Certains suaient du sang, c'est vrai, insistait-elle, accentuant et prolongeant vrai comme si Jeanfa avait besoin d'être convaincu. Mais convaincu, Jeanfa l'était d'avance, et même de choses pires, telles que les chairs qui se liquéfient ou les yeux qui s'enfoncent dans les orbites, les os qui percent la peau, les cheveux et les poils qui prennent feu neuf, même la cale. La première fois qu'ils y pénétrèrent, même la cale les intimida au point que tous deux restèrent d'abord muets, semblablement crispés. Néanmoins l'envie de rester l'emporta sur l'envie de fuir, et après quelques minutes de fréquentation non seulement le lieu était adopté, mais Perpétue et Jeanfa savaient qu'ils y reviendraient tous les jours. La disproportion était considérable entre leur propre taille et le vide qui les entourait, comme s'ils se trouvaient là dans ce qui restait d'une mystérieuse basilique sous-marine. Le moindre son prenait de l'ampleur. Chaque pas faisait un bruit de tôle qui tout en se déployant aux azimuts sonnait creux. Et au début, les deux enfants n'osèrent pas hausser la voix ni élargir beaucoup leur exploration, ne se déplaçant qu'ensemble, précautionneux, par instant, étouffant un bref ricanement ainsi qu'au spectacle de la démesure on le fait pour tromper la stupeur. Quand 111 m 1 111 111 m 111, 11 mim, 9 même la cale, la première fois qu'ils y pénétrèrent, même la cale les intimida au point que tous deux restèrent d'abord muets, semblablement crispés. Néanmoins l'envie de rester l'emporta sur l'envie de fuir, et après quelques minutes de fréquentation non seulement le lieu était adopté, mais Perpétue et Jeanfa savaient qu'ils y reviendraient tous les jours. La disproportion était considérable entre leur propre taille et le vide qui les entourait, comme s'ils se trouvaient là dans ce qui restait d'une mystérieuse basilique sous-marine. Le moindre son prenait de l'ampleur. Chaque pas faisait un bruit de tôle qui tout en se déployant aux azimuts sonnait creux. Et au début, les deux enfants n'osèrent pas hausser la voix ni élargir beaucoup leur exploration, ne se déplaçant qu'ensemble, précautionneux, par instant, étouffant un bref ricanement ainsi qu'au spectacle de la démesure on le fait pour tromper la stupeur. Quand 70 enfin le choc de la découverte fut passé, ils se riquèrent séparément ici et là. Perpétue alla examiner les ballots empilés contre la paroi arrière. Elle palpa plusieurs de ceux qui étaient à sa portée, comme afin d'en deviner le contenu. Son regard cependant cherchait une inscription qui l'aurait éclairé mieux que ce superficiel contact ou que le seul aspect des emballages d'une forme cubique, du papier brun matelassé, quantité de rubans adhésifs. Pas dit une inscription. De son côté, Jeanfa s'était approché de la Bentley. Il en fit le tour, releva la housse, voulut ouvrir la portière conducteur, verrouiller, ouvrir l'une puis l'autre portière arrière, puis encore la portière passager avant, verrouiller, les deux mains en œillère et le front collé à une vitre latérale, il réussit à distinguer à travers la semi-opacité du verre teinté l'intérieur de l'habitacle. Il adressa alors à Perpétue un geste d'appel assez véhément pour être prometteur. Perpétue le rejoignit, c'est tout en cuir rouge la prévint Jeanfa dans un chuchotement. À son tour, Perpétue appuya le front contre la vitre et vit les sièges en cuir rouge. Elle siffla ou plutôt souffla, sans produire un vrai sifflement, mais le geste était là et l'admiration clairement exprimée. Ils traversèrent la longueur de la cale jusqu'au conteneur sur remorque. Là, après considération d'un pneu, Perpétue entreprit d'en décapuchonner la valve. Jeanfa s'alarma. Elle était folle ou quoi? Perpétue réessaya, ou fit mine de réessayer plus loin, renonça vite et après renoncement affecta de compter les conteneurs un à un. Ils avaient cessé de parler bas et, continuant de s'enhardir, ils cherchèrent les meilleurs emplacements depuis où donner de la voix et obtenir un effet de réverbération maximum. La cale résonna de haut et de haut dont l'écho prolongé semblait non pas s'éteindre, mais poursuivre une course si lointaine que l'oreille humaine ne l'entendait plus.
Ça faisait oh, 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 ou, ou. Le premier, Jean-Fa eut envie d'autre chose, il y aurait la place d'installer un décor de film, dit-il à Perpétue. Il boucla un imaginaire ceinturon, vérifia qu'il pouvait sans gêne dégainer son revolver et avança au milieu de la cale devenue grand rue sablonneuse, ou saloon, ou chorale, ou mine d'or à l'abandon. Perpétue réclama qu'ensuite ce soit à elle d'utiliser l'arme. Trop concentré pour répondre, le garçon continua sa marche et soudain, dans un fulgurant combiné sursaut rotation déhanchement génuflexion, il allongea le bras et tira. La porte s'ouvrit avant que Perpétué eût le temps d'entrer activement dans le jeu. C'était Mirko. Il commença à parler de roulis, d'arrimage, d'écras 72 bouillages. Finalement il recommanda aux enfants d'aller jouer ailleurs dans GI, répétait-il dès le premier jour aussi la présence de Weiwei aigu à accent circonflexe bord fut acceptée par tout le monde. Mieux, ils furent d'emblée traités avec prévenance et regardés avec des yeux dans lesquels curiosité, admiration et jubilation brillaient ensemble. Qu'ils soient les invités de Franck qui les rendaient sans doute intéressants, mais il fallait plus que ça pour expliquer pareille lumière dans les regards. De fait, avant même qu'ils embarquent, des bruits avaient couru sur les amis du commandant. Flatteur pour Gu, plus encore pour Weiwei. Ainsi Augustin, s'il appelait Gu Monsieur Gu, donnait à Weiwei du sir, à l'anglaise. Ça lui venait de Kashi, qui le premier s'était adressé à Weiwei avec cette déférence et ce mot, sir, comme également il disait captain au commandant et chef au chef mécanicien, first officer au second capitaine oui sir, non sir, disaient les deux hommes. À quoi le maître cuisinier associait une légère inclinaison du torse. Dans le courant de la matinée, comme il sortait du fumoir bibliothèque où Francky et lui venaient de causer rendez-vous au large de la Grande Canarie, Weiwei croisa Augustin. Il demanda des nouvelles des enfants. Ça allait, en ferait-on de bons marins? Augustin eut l'air ravi de parler avec un tireur capable d'atteindre sa cible 15 fois de suite à 50 mètres, debout, à bras francs. Aussi après avoir vanté la facilité avec laquelle Perpétué Jean-Fa s'était adapté à la vie maritime, il signala à son interlocuteur que depuis quelques minutes la terre était en vue. Weiwei sortirait-il pas sur le pont Admire-Ersa? Comme annoncé, le cap de Creux avec son phare trapu était visible à l'œil nu. Il formait une saillie nettement découpée, greffée, aurait-on dit, sur un bandeau littoral de plusieurs kilomètres qui, d'abord orienté nord-sud, s'incurvait ensuite vers l'ouest et se perdait dans le lointain. L'ensemble toutefois pâlissait et mincissait à mesure que le cargo avançait. Le phare lui-même ne tarderait pas à disparaître, et dès lors le paysage redeviendrait ce qu'il avait été durant les 3 heures précédentes, un paysage élémentaire, réduit à la seule demi-sphère céleste et à son soubassement liquide. Sans trace d'humanité ni indice qu'on soit ici plutôt que là sur le globe. Les paroles, cependant, s'envolaient dans l'espace ouvert au vent, contraignant Weiwei et Augustin à hausser la voix alors même que le premier causait rendez-vous au large de la Grande Canarie. Weiwei croisa Augustin. Il demanda des nouvelles des enfants. Ça allait, en ferait-on de bons marins? Augustin eut l'air ravi de parler avec un tireur capable d'atteindre sa cible 15 fois de suite à 50 mètres, debout, à bras francs. Aussi après avoir vanté la facilité avec laquelle Perpétué Jean-Fa s'était adapté à la vie maritime, il signala à son interlocuteur que depuis quelques minutes la terre était en vue. Weiwei sortirait-il pas sur le pont Admire-Ersa? Comme annoncé, le cap de Creux avec son phare trapu était visible à l'œil nu. Il formait une saillie nettement découpée, greffée, aurait-on dit, sur un bandeau littoral de plusieurs kilomètres qui, d'abord orienté nord-sud, s'incurvait ensuite vers l'ouest et se perdait dans le lointain. L'ensemble toutefois pâlissait et mincissait à mesure que le cargo avançait. Le phare lui-même ne tarderait pas à disparaître, et dès lors le paysage redeviendrait ce qu'il avait été durant les 3 heures précédentes, un paysage élémentaire, réduit à la seule demi-sphère céleste et à son soubassement liquide, sans trace d'humanité ni indice qu'on soit ici plutôt que là sur le globe. Les paroles, cependant, s'envolaient dans l'espace ouvert au vent, contraignant Weiwei et Augustin à hausser la voix alors même que le premier 74 s'était mis à solliciter les confidences du second. Le steward avait quel âge? Était-il français, naturalisé ou français de naissance? Avait-il femme et enfants? Continuerait-il à naviguer après le présent voyage, avec force?
Sœur et un sourire embarrassé, Augustin fit remarquer qu'il n'était pas d'usage dans la marine de poser ce genre de questions, du moins pas comme ça, en pleine mer. Cela dit, pour ce qui était de continuer à naviguer, il verrait. Pourquoi? Weiwei avait un plan de reconversion à lui proposer, tablier bleu couvrant les vêtements entre gorge et genoux, torchon sur l'épaule, longue cuillère en bois à la main, Kashi soulève un couvercle, touille, racle, touille encore, change la cuillère de main, baisse le feu, remet le couvercle. Il a devant lui 2 cocottes en fonte, l'une qui sera déposée telle quelle sur la table du carré équipage, l'autre dont le contenu sera déversé dans un grand plat pour être servi au carré officier. Les odeurs d'oignons fondus et d'épices qui emplissent la cuisine affolent la chatte Penny. Sans arrêter de miauler, elle fait le dos rond et se frotte au mollet du cuistot, régulièrement repoussé du pied mais recommençant toujours. Augustin s'affaire de son côté. Cuisine, office, carré officier, cuisine, carré, il va et vient cette chatte, dit-il au passage, elle mange trop. Tu as vu son ventre. Il lui faudrait un matou. Kashi proteste qu'il donne à la chatte la quantité de nourriture dont elle a besoin, ni plus ni moins. Quant à un matou, le steward sort. Le steward est parti plus là pour entendre, plus là pour parler. Et dès qu'il est revenu, un matou, reprend-il, mais aussi des souris, qu'elle puisse chasser. Forcément, une chatte qui ne chasse pas. D'aller et venu en aller et venu la conversation se poursuit, passant du sujet chatte au sujet faune tropicale, puis au sujet métempsychosé à 2-3 autres avant le sujet où est souvi moins que 4 gâchettes absolues. Dit alors Augustin moins que 4 succès. Dit Kashi est aussi cul et chemise, et moins que 4 gens au placé. Par instant, la voix de l'un ou l'autre parleur déraille. Elle s'élève soudain dans les aigus et se voile, dénaturée au point qu'on la croirait sortie d'un larynx étranger. De même telle posture, tel geste ou telle mimique se reconnaissent pour des emprunts, des copies,